La question propre de Notre-Dame-des-Landes. Notre démarche à nous, depuis 12 ans, a été constante. C'est faire en sorte que, sur toutes les procédures, nous soyons présents pour défendre les agriculteurs sur le site. Une décision de nature politique a été prise, nous en avons pris acte. Notre job maintenant, c'est d'accompagner ces agriculteurs pour qu'à la fois ils retrouvent du foncier, qu'ils aient accès au dédommagement nécessaire, et puis que derrière quand même, et ça c'est peut-être pas simplement de notre fait, c'est au fond le fait politique qui doit l'emporter, s'il y a lieu, comme j'ai cru comprendre qu'on relançait une mission de dialogue, s'il y a lieu de reconsidérer l'utilité de cette infrastructure, alors nous apporterons nos arguments que nous avons déjà d'ailleurs apportés depuis une dizaine d'années. Je crois que c'est pour ça que c'est devenu très difficile. Je pense qu'à aujourd'hui, la mobilisation, certes, et je n'ai pas à me prononcer sur son intérêt ou sur son caractère plus ou moins opportuniste. Mais ceci dit, nous voulons nous rester, j'allais dire un peu indépendants, autonomes dans notre jugement. Nous avons un jugement de fond qui n'a pas varié depuis le premier jour. Il y a maintenant une décision politique, il y a une décision administrative. Faut-il aller contre? Si le gouvernement décide de rouvrir le débat, nous participerons à la ouverture de ce débat. 30 agriculteurs étaient concernés. Oui, une trentaine, c'est ça. Ils ont tous retrouvé des terres, enfin une Alors, occupation. pas complètement, mais en tout cas, il y a eu un gros effort de fait et il faut continuer. Ça, c'est un engagement, évidemment, que nous prenons et ce n'est pas un engagement à la légère. Sur beaucoup d'infrastructures lourdes, que ce soit des voies ferroviaires, des autoroutes, systématiquement, la FNSEA a mis tout en œuvre pour faire en sorte que les agriculteurs concernés puissent retrouver des terres agricoles. Je veux dire, c'est un peu notre travail de tous les jours. 2000 hectares, c'est beaucoup. Et c'est toujours trop. C'est 2000 hectares, mais qui s'ajoutent aux 80 ou 85 000 ailleurs en France. Donc je ne peux pas avoir une position singulière sur Notre-Dame-des-Landes et ne pas avoir la même position ailleurs. C'est pour ça que nous voulons rester quand même, au fond, un peu indépendants par rapport à notre jugement. C'est quand même 231 hectares qui disparaissent chaque jour, 3 exploitations. Oui, c'est beaucoup. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique... On est un peu mal à l'aise parfois quand on dit mais vous perdez X agriculteurs par an. Il y a déjà des agriculteurs qui disparaissent tout simplement par cette consommation de foncier. Lorsqu'on prend un terrain, on le compense par un autre terrain. Si nous rentrons dans la loi d'avenir sur l'agriculture, cet article 12 ter qui indique pour la première fois dans une loi la compensation agricole, je pense que là encore, la Haute Assemblée s'honorera d'avoir avancé dans le pragmatisme au service des agriculteurs et surtout au service des terres et du foncier. Les agriculteurs ne peuvent pas toujours être les sacrifiés du monde économique. Sans l'agriculture, sans les paysans, demain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange? Mardi, c'était la guerre, dit Alain. C'était le premier Messieurs les sénateurs et sénatrices, sur ce sujet de la compensation agricole, comment on fait en Ile-de-France pour compenser la perte des surfaces agricoles en recréant des surfaces agricoles? Vraie question. Où le fait-on? Est-ce qu'on est capable de le faire dans les mêmes endroits? La difficulté est immense. Donc, je vois tout à fait l'objectif. Et en même temps, compte tenu des difficultés que je viens d'évoquer, il est compréhensible, et vous le comprenez, que pour le gouvernement, il ne puisse pas être possible de donner un avis favorable à cet amendement. Dire on va compenser les terres que vous nous avez fait perdre en mettant votre emprunt, votre lotissement, votre centre commercial, symboliquement ça aurait été important, ça aurait montré qu'on ne peut pas tout faire et que la terre agricole a de toute façon une valeur. Le problème c'est que la seule valeur qui compte c'est ce que l'on a bâti. La terre agricole n'a de valeur que si elle est en gros recouverte de macadam. C'est tout. Et changer ça, c'est changer toute notre culture de la propriété, toute notre culture de l'aménagement du territoire. Et ça, c'est pas gagné. Il faut faire comprendre au président de la République, François Hollande, que ce projet inutile doit être remis à plat. Il y a des gens qui, dans d'autres régions qui se disent pourquoi ils ne veulent pas d'aéroport? Parce qu'il y en a un déjà. Pourquoi ils ne veulent pas d'aéroport? Parce qu'il y en a un déjà. Donc oui, on est là aujourd'hui pour soutenir les paysans qui risquent d'être expulsés à Notre-Dame-des-Landes. On était également samedi dernier chez Philippe Playa. C'était le jour de l'inauguration du fameux grand stade de l'OL, le
fameux grand projet immobilier de l'As, soutenu par Colomb, et tout l'argent public qu'ils ont mobilisé pour faire les accès, le parking, etc. Donc on voulait rappeler que sous la voie d'accès, sous le bitume, sous le macadam, il y avait des terres agricoles, on aurait pu éviter justement de les brader. Je pense que c'est important que tous les gens qui passent sur cette route, ils se rendent compte que sous le bitume, il y avait des terres agricoles, que c'était de la terre nourricière. Et que si on parle de souveraineté alimentaire et de production agricole, produire pour déjà gagner sa croûte et aussi pour nourrir les gens, nourrir sa famille, nourrir les voisins, nourrir la population. Il faut des terres agricoles et que ces terres agricoles, il faut qu'on arrête tout cet accaparement un peu partout, chez Philippe Laya, Notre-Dame-des-Landes. Il y a des tas d'endroits aussi, dans la région, il y a Roibon, il y a Sivins, c'est pas dans la région, mais enfin il y a Sivins, etc. Les projets sont partout. Quand on va dans d'autres pays du monde, c'est exactement la même chose, c'est même souvent bien pire. C'est souvent par dizaines de milliers d'hectares que les terrains disparaissent pour être artificialisés, pour des mines, pour des usines, pour des barrages, etc. Donc moi je pense que le lien entre toutes ces luttes, il est important. Que nous, c'est vraiment ça qu'on défend et c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui. Oui. Si on prend l'exemple de la construction du grand stade, c'est comme d'ailleurs à Notre-Dame-des-Landes, il y a plein de recours juridiques. On n'attend pas que ces recours soient épuisés, que les décisions soient prises et on fait quand même les travaux, on avance, on décide. Il passe en force et c'est toujours comme ça. Ah non, vous n'avez pas le droit. Non, vous n'avez pas l'autorisation à la décision de justice. Écoutez, si on le fait, on a le droit de forcer le passage. Plein de pays, par exemple en Afrique ou en Amérique latine, où il y a des luttes. Il y a plein de gens qui luttent. Au Brésil, souvent même, ils luttent, ils y laissent leur peau, quoi. Donc oui, des résistances, il y en a de partout, sauf qu'on a en face de nous un vrai rouleau compresseur. C'est irréversible si on continue à mettre le fric en priorité et l'immobilier et tous ces projets en priorité par rapport à la vie, par rapport à l'activité agricole, par rapport à la nourriture et tout ça, et à la planète. C'est vrai que quand on entend leur discours sur la COP 21, la moindre des choses, ce serait déjà d'arrêter tous ces projets. C'est pas vraiment quand on voit la position du gouvernement aujourd'hui par rapport à Notre-Dame-des-Landes, c'est pas vraiment la direction qu'on est en train de prendre. Je veux dire, chaque fois qu'il y a un projet, chaque fois ça devrait répondre à des besoins, aux besoins d'une population, aux besoins de paysans, etc. Aujourd'hui, c'est pas une réponse aux besoins de la société civile. Ces projets, c'est une réponse aux besoins des aménageurs, des promoteurs immobiliers, etc., de Vinci et compagnie. Donc une vraie politique devrait commencer à voir quelle réponse le politique peut apporter aux besoins de la société civile, mais pas le contraire. Donc de toute façon, tant qu'on n'en sera pas là, avec une vraie démocratie participative, je pense qu'on va continuer à se bagarrer dans ces projets-là. Chacun à son niveau essaye d'avoir une action contre ces projets, contre cet accaparement de terre. Et c'est vrai que cette forme d'occupation des terres par les zadistes, qui est quand même assez nouvelle, qui est apparue il y a, on va dire, une dizaine d'années. C'est vrai que c'est une nouvelle forme de lutte qui est très intéressante et qui, quand on arrive avec, on va dire, à ce que toutes les composantes de la résistance se mettent ensemble, comme ça s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, ça n'a pas été toujours facile au début. On arrive quand même à une résistance, une bonne résistance, quoi. On arrive vraiment à quelque chose de construit et de fort.
nous pouvons envisager la création d'un véritable campus scientifique et technologique à Saclay, en concentrant ici la masse critique nécessaire. Alors, je vais vous annoncer aujourd'hui l'établissement sur le plateau de Saclay. Les décisions sont prises. d'AgroParisTech, de l'École centrale de Paris, de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, la création d'un pôle biologie, pharmacie, santé qui s'appuiera sur les équipes de la faculté de pharmacie de l'Université de Paris-Sud, l'École normale supérieure de Cachan viendra ici, l'ensemble École des mines de Paris, Institut des télécoms également. Nous voici sur le plateau de Saclay, à 15 km au sud-ouest de Paris, où des centaines d'hectares sont en cours de bétonisation au nom d'une opération dite d'intérêt national. Une opération d'intérêt national, c'est une action que décide l'État pour court-circuiter la démocratie locale et imposer aux citoyens, aux élus, avec différents modes de pression, des projets qui ne sont pas forcément acceptés par les habitants du territoire. Alors, entre les deux forêts de grues, ce sont les champs de la ferme de la Martinière qui sont expropriables pour construire une ville nouvelle. Cette emprise sur les terres agricoles, ça n'est qu'un exemple de ce qui se passe autour du plateau de Saclay. Il se passe actuellement un grand bouleversement sur le plateau de Saclay, en vue initialement essentiellement de regrouper des chercheurs, de faire un grand cluster à la façon Silicon Valley des États-Unis. Un campus scientifique censé améliorer la capacité de la recherche française. Donc il prévoit un métro, il prévoit de doubler les petites routes départementales pour en faire des 2 fois 2 voies, donc des mini-autoroutes. Ce que je vois aussi dans cet aménagement local, c'est qu'on va déplacer des établissements, des villes comme Châtenay-Malabry qui va perdre la fac de pharmacie, des villes comme Cachan qui va perdre l'ENS Cachan, et des villes comme Grignon, Tiverval-Grignon qui va perdre AgroParisTech et l'INRA, n'ont pas pu résister en fait à la main de fer de l'État qui impose ces déménagements. En fait, c'est une énorme opération de spéculation immobilière qui permet à l'État de construire à peu de frais, en achetant de la terre agricole à 4 € le mètre carré. Qu'on va revendre à des aménageurs qui, eux, vont faire la culbute en les vendant plusieurs milliers d'euros le mètre carré. Pourquoi je dis que vraiment tout est acheté? Parce qu'on n'a pas pris en compte ni l'intérêt des villes qui vont perdre leur potentiel économique, social, intellectuel, mais aussi parce qu'on n'a même pas eu sur le plateau de Saclay un vrai débat, un débat public avec une commission nationale du débat public qui soit organisée. On aurait bien aimé participer à l'élaboration des projets, parce que les gens du territoire réunissent un certain nombre de compétences indéniables dans les associations, entre autres, et connaissant justement le territoire et ses problèmes, sont capables de trouver des solutions mieux adaptées que dans les tours d'ivoire des technocrates. On a tenté des moyens de diversion un peu plus alternatifs, on va dire. On a construit l'été dernier, ou tenté de construire une cabane type ZAD. Là, je crois qu'on a fait très peur aux autorités puisqu'on était une quinzaine et on a vu débarquer presque le double de gendarmes pour nous expulser mani militari du champ. Ce qu'on propose depuis des années, associatifs, citoyens, avec les agriculteurs et certains élus, c'est de mettre en synergie la recherche et l'agriculture. Faire un vrai pôle agri-urbain. Ça marche, ça existe à Barcelone, ils ont beaucoup travaillé sur ce concept dans d'autres régions du monde également. Le réchauffement climatique devrait amener à concevoir que l'agriculture de proximité est à préserver et que les terres agricoles, et ici il y a aussi des espaces boisés, sont des éléments de régulation extrêmement utiles qui ne devraient pas être supprimés. Que l'État se positionne réellement et pas simplement avec les belles promesses de la COP21, mais se base concrètement ici justement pour faire un territoire d'excellence, non pas d'urbanisation, mais d'agriculture de proximité. Manifestement, nous n'avons pas été écoutés. Alors nous avons décidé d'aller plus haut, d'aller plus loin. De convoquer le débat public, et nous avons écrit pour cela au ministre. Nous avons lancé un financement participatif auquel les citoyens ont participé et vous pouvez encore nous aider. En effet, nous avons beaucoup de frais, les recours juridiques coûtent cher, nous en avons lancé devant la justice française et désormais devant la justice européenne que l'État ne respecte pas. C'est pourquoi, si vous avez des compétences en matière juridique
ou en communication, venez nous aider et renforcer notre action sur le plateau de Saclay. Alors maintenant, rejoignez-les. Pour faire comprendre au président de la République, François Hollande, que ce projet inutile doit être remis à plat. Il y a des gens qui, dans d'autres régions qui se disent pourquoi ils veulent pas d'aéroport. Nous voici sur le triangle de Gonesse, dans le Val d'Oise, à la limite de la Seine-Saint-Denis. Nous pouvons voir autour de nous de vastes étendues de terres agricoles, menacées malheureusement actuellement de disparition, au profit d'un énorme centre commercial, Europa City. Allons en savoir plus aux côtés du collectif pour le triangle de Gonesse, qui œuvre chaque jour, que ce soit dans les environs ou en ville, pour qu'un autre projet soit possible. Bonjour! Vous connaissez le projet Europa City? C'est une fabuleuse idée du groupe Auchan qui a décidé de construire un immense centre commercial de 80 hectares. Alors que le schéma régional d'Île-de-France a bien identifié qu'un enjeu de la région Île-de-France est d'améliorer son autonomie alimentaire. Et donc on nous promet un grand temple de la consommation avec 31 millions de visiteurs par an, une piste de ski, des vagues de surf. À côté de deux grands centres commerciaux que sont au Paris Nord sur la commune d'Aulnay et Aéroville sur la plateforme de Roissy. Une zone saturée en centres commerciaux. Sans parler de destruction d'emplois. On ne prend jamais en compte la globalité d'un espace. On essaye de regarder qu'à un endroit précis. On vient nous dire, ah oui mais là si on développe ce projet, on va créer de l'emploi. Mais on ne prend pour des cons quoi. La zone commerciale qui est à 5 km ou à 10 km, elle va bien paumer des clients. À l'heure où les consommateurs, les citoyens veulent de plus en plus de relocalisation des activités, on n'arrive plus à aller chercher des produits à côté, il faut faire des centaines de kilomètres parce qu'il n'y a plus de maraîchage, il n'y a plus d'élevage, il y a de moins en moins d'agriculture autour de Paris. On aurait pu créer plein d'emplois autour de ça et surtout sauvegarder les emplois agricoles qui sont déjà sur cette zone-là. Il y a des possibilités en Île-de-France de faire évoluer l'agriculture. On aimerait voir de l'agriculture de proximité, de l'agriculture bio, de l'agriculture qui serve à alimenter les cantines scolaires ou les cantines des entreprises, de l'agriculture qui serve au territoire. Donc ce que va dire l'Europe, j'espère qu'elle va le dire pour Europa City comme elle l'a dit pour Notre-Dame-des-Landes, comme elle l'a dit pour Sylvain ou ailleurs, elle va dire votre projet en l'état ne respecte pas les directives européennes, il doit être arrêté. Et quand l'Europe arrête un projet, ça fait mal aux promoteurs. Alors Marion, vous êtes contre Europa City, vous êtes contre ce projet de bétonnage, mais vous n'êtes pas contre tout quand même. Ah non, on est pour un avenir meilleur, on est pour une économie de proximité, une économie là où vivent les habitants, on est pour l'humain quoi, somme toute. Les gens qui regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors c'est très simple, jusqu'au 30 juin il y a un débat public. N'hésitez pas sur europacity.débatpublic.fr à participer en ligne, à donner votre avis sur ce projet, sur les projets alternatifs que vous pourriez imaginer. Et puis si vous voulez soutenir le collectif, parce que la lutte va être longue, c'est un peu le combat de David contre Goliath. Vous allez sur le site non-europacity.com, vous pouvez faire un don, être bénévole, il y a tout un tas de choses à faire dans une très bonne ambiance et avec beaucoup de joie et de bonne humeur. Merci Marion, merci à tous tes camarades du collectif et merci à vous qui allez faire quelque chose aussi derrière votre écran, j'en suis sûre. Salut. Pour faire comprendre au président de la République, François Hollande, que ce projet inutile doit être remis à plat. Il y a des gens qui, dans d'autres régions qui se disent pourquoi ils veulent pas d'aéroport, parce qu'il y en a un déjà. Pourquoi ils veulent pas d'aéroport, parce qu'il y en a un déjà. En concentrant ici la masse critique nécessaire. Alors, je vais vous annoncer aujourd'hui, les décisions sont prises. Ici, il y a un château qui est classé monument historique. Un domaine de 300 hectares. C'est un patrimoine à la fois historique, scientifique, puisque c'est le berceau de l'école d'agriculture en France. C'est aussi un site géologique remarquable qui est connu dans le monde entier. En tant que projet, il n'y a pas plus ravageur que celui du PSG. 13 terrains de foot ou 18 suivant les sources, plus des droits à céder à construire, à céder pour une résidence hôtelière. Enfin, c'est un projet qui, c'est un peu comme une chimère, vous savez, les monstres là dans l'Antiquité. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment,
on est révolté et en même temps c'est incompréhensible. Enfin, c'est un gâchis monstre. Les domaines ont estimé le centre de Grignon à 35 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain, là, simplement l'information qu'on a, c'est pas de source officielle. On a entendu parler de quelque chose comme 50 millions. Bon, voilà. Et puis 200 millions d'investissements. Tous mobilisés pour sauver Grignon. Samedi, plus de 300 personnes, riverains, associatifs et politiques se sont rassemblés pour cette première manifestation contre le projet de vente. 490 hectares de terres agricoles, un parc mais aussi un château de style Louis XIII appartenant à l'école d'ingénieurs AgroParisTech. Pour moi, c'est vraiment important de garder Grignon dans le patrimoine français et d'en faire quelque chose après que les élèves soient partis. Donc c'est vraiment important de trouver un projet qui convienne au site, qui est un site qui doit être protégé puisqu'il est vraiment un site très beau et très, très important pour le patrimoine français. Selon le collectif, c'est une perte importante pour le patrimoine scientifique français. À la place, il met en avant son projet de création d'un centre international d'échange pour l'agriculture et l'environnement de demain. C'est surtout le centre intellectuel, le centre agronomique, le centre au lieu de 200 ans de formation et de recherche. Des résultats qui sont positifs, qui sont accumulés, c'est ce passé de scientifique qui va être abandonné alors que les besoins sont énormes. Une pétition a été lancée par le collectif. Elle a déjà rassemblé près de 9000 signatures et sera prochainement envoyée au ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll pour le sensibiliser à cette affaire. Nous pouvons envisager la création d'un véritable campus scientifique et technologique à Saclay. Je vais vous annoncer aujourd'hui l'établissement sur le plateau de Saclay. Les décisions sont prises. Nicolas Sarkozy, en tant que président, accompagna le déménagement de l'école nationale d'agriculture AgroParisTech sur un cluster scientifique qu'il instaura à Saclay, une ville voisine de l'endroit historique de cette première école nationale d'agriculture dans l'histoire du monde. Les terres de cette école historique furent proposées à la vente en 2016 au Paris Saint-Germain. Il voulait construire sur 100 hectares de terres fertiles son centre d'entraînement, après le déménagement de l'école historique. Finalement, le Paris Saint-Germain s'installera à Poissy, sur les terres d'une ancienne ferme, celle dite de Poncy. 70 hectares de terres agricoles et naturelles lui seront consacrés. La ville de Poissy est propriétaire de ces terres et donc les vend au Qatar et au club, au Paris Saint-Germain. La population de Poissy accueille le projet. Mais est-ce que les citoyens de Poissy pourraient avoir un jardin privatif s'ils le demandaient? Toujours la présidence de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy facilita le projet de grand stade à construire en plein champ par l'Olympique lyonnais de Jean-Michel Aulas. Les décideurs du Grand Lyon et le constructeur Vinci étaient acquis au projet. Le football professionnel de Ligue 1 et l'Euro 2016 furent les arguments de sa déclaration d'intérêt général, ainsi que tous les autres stades. Oui, car l'Euro 2016, cette compétition européenne de football professionnel, Nicolas Sarkozy, en tant que président, décidait de l'accueillir en France. La présidence Hollande, sans revenir sur la déclaration d'intérêt général de la manifestation et des stades alloués, conforta chaque métropole dans la responsabilité de ses projets entrepris. Mais certains citoyens entrèrent en opposition pour préserver leur agriculture locale notamment.
Et nul n'oublie la mort de Rémi Fraisse, tué en manifestant contre le barrage de Sivens la nuit du 26 octobre 2014 à 2h du matin, lors d'une manœuvre de la police qui évacuait la ZAD, zone défendue par les militants écologistes qui opposaient leur présence physique au commencement des travaux. Je rêve, je divague. Ne savons-nous pas construire en hauteur ? Ne pouvons-nous pas nous appuyer sur des bâtiments existants à l'aide de grandes technologies et construire dessus, monter ? Ne plus nous étendre dans la campagne, mais rester en ville, intramuros ? Ne savons-nous pas construire en hauteur ? La perte du foncier agricole en France n'est-elle pas une réalité ? Le Grenelle de l'environnement pendant le mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy considéra-t-il les effets néfastes de cette perte de la terre agricole sous le béton des constructions ? Humain. Sommes-nous ? Vivons-nous entre deux principes, le principe du changement, de l'évolution, mais un principe d'avalanche aussi, où tu dis non ici parce que tu crois en la démocratie. On t'a dit. Et là-bas aussi, est-ce parce qu'ils ont entendu ce qui se disait ici ? Ils se mettent à croire et ils disent non aussi. Seulement là-bas, un mot meurt. Et là tu te demandes, est-ce parce qu'ils ont entendu que nous disions non ici ? Si bien que tu ne sais plus s'il faut croire en la démocratie, là-bas ou ici. Le deuxième principe, c'est cette force d'opposition au changement. C'est un principe de conservation, de conservatisme. Un principe d'inertie conservatrice du mouvement et de la force en place, en présence ou en occurrence. Cette force. Celle de ceux qui veulent leur puissance, dont la richesse matérielle et l'apparence manifestent. Ils transpercent ceux qu'ils appauvrissent, en les accusant de vouloir eux-mêmes être riches, mais illégitimement compte tenu de leur pauvreté, si jamais ils résistent. Principe de réalité, pessimisme. Que dit l'actualité ? Brésil, Amérique latine, colère des paysans sans terre. Chine, paysans malheureux parmi les malheureux. Afrique, Éthiopie. Addis Abeba, capitale d'Éthiopie, veut s'étendre sur des paysans de tradition et d'âme de peuple, le peuple Oromo. La violence, les militaires, l'irréversible violence. Paysans sans terre. Il y a eu un élément de violence qui a bien sûr découlé sur la destruction de propriétés et la perte de dizaines de vies. C'est très regrettable, pas seulement parce qu'il y a eu des victimes, mais simplement parce que ce problème, cette inquiétude fondée du peuple aurait pu et aurait dû être adressé dans le calme. Le bilan des morts lors des manifestations des Oromo en Éthiopie en novembre 2015 a été revu à la hausse. Un rapport de Human Rights Watch fait état de 400 morts. Ce document publié jeudi vient contredire le bilan officiel dressé par les autorités qui faisait état de 173 décès. L'ONG qui lutte pour le respect des droits de l'homme dit avoir identifié plus de 300 personnes, des étudiants pour la plupart. Le gouvernement éthiopien réfute ces nouveaux chiffres. L'organisation, dans son rapport de plus de 60 pages, accable davantage les autorités, les accusant d'avoir tiré et tué des centaines d'étudiants, de fermiers et de manifestants pacifiques, avec une certaine haine.
Ces événements sont intervenus à la suite d'un plan d'urbanisme de l'extension de la capitale Addis Abeba. Ce projet, abandonné en janvier dernier, avait déclenché la colère des Oromo qui craignaient de voir leurs terres expropriées. La poussée du régime chinois vers l'urbanisation et la croissance économique a laissé derrière une grande partie de la population. Un rapport récent montre que des dizaines de milliers de paysans à travers la Chine ne possèdent plus aucune terre. La source de leurs revenus est souvent confisquée par les autorités qui réinjectent ces fonds dans le développement immobilier afin de stimuler le PIB chinois. Selon un rapport de l'ACSS, l'Académie chinoise des sciences sociales, publié au début du mois d'août, plus de 50 millions des paysans chinois sont sans terre et 2/3 d'entre eux vivent dans des conditions difficiles. L'Académie affirme que le nombre s'accroît de 3 millions chaque année. Le rapport 2011 de développement urbain de la Chine identifie les paysans sans terre comme un groupe unique dans la société, qui sont les perdants de la poussée de la croissance nationale du PIB. Le moyen le plus sûr pour les autorités locales de stimuler leur PIB est d'utiliser le développement de la propriété. C'est pour les paysans une mauvaise nouvelle, puisque ce sont leurs terres et donc leurs gagne-pain qui ont été saisis, souvent sans compensation adéquate. Ces derniers jours, les paysans sans terre, Nahui et des Hefei sont venus me voir. Les informations que j'ai eues sont dévastatrices. Je pense que les paysans chinois sont les plus malheureux du monde. Ils ont été laissés à la traîne par l'État et la société. Mon cœur est très lourd. Une fois les paysans dépossédés de leurs terres, leur moyen de subsistance devient un souci majeur. 60% des paysans interrogés par la CSS affirment qu'ils vivent dans des conditions difficiles. Ils s'inquiètent entre autres de leurs sources de revenus, de leur retraite et de leurs soins de santé. Le problème pour les paysans est qu'ils n'ont pas de sécurité sociale, pas de sécurité d'emploi et pas de sécurité de retraite. Et à la base, pas de soins de santé. Les terres représentaient leur seule source de revenus. Une fois qu'ils les ont perdues, leurs revenus sont coupés. Ils deviennent des vagabonds. Hormis chercher un emploi en ville, ils n'ont pas d'autres options. En Chine, les conflits fonciers sont source d'une tension sociale accrue. Le rapport de l'ACSS affirme que le régime chinois n'a pas réussi à aider correctement les paysans sans terre. Il affirme que 60% de ceux qui manifestent auprès des autorités le font à cause de leurs terres. Un tiers de ces cas provient directement des saisies foncières. Depuis plus de 40 jours, ces centaines de travailleurs ruraux campent et manifestent quotidiennement dans la ville amazonienne de Maraba. 3 fédérations agricoles se sont unies pour réclamer au gouvernement la distribution de terres cultivables, la création d'infrastructures et plus de sécurité. Il manque des routes, des crédits, des infrastructures. Comment peut-on cultiver des produits de la terre sans route pour les transporter? Une mobilisation initiée par les sans-terre, un mouvement qui milite pour une réforme agraire au Brésil. Qualifiés de terroristes par une partie de la presse brésilienne, les sans-terre organisent régulièrement des occupations massives des terrains de grands propriétaires. Ils tentent ensuite à l'usure de faire légaliser cette expropriation par le gouvernement. On veut que toutes les familles paysannes obtiennent une terre, le droit à un logement, le droit à l'éducation, à la santé. Mais on veut aussi éliminer les grands propriétaires terriens qui sont responsables de toute la misère de notre pays. Au Brésil, 1% des propriétaires terriens possèdent 46% des terres cultivables, dont la majorité n'est pas exploitée. Une concentration des terres encouragée par la spéculation foncière. Ils ont plein de terres, des terres non exploitées, des terres publiques. Or, la Constitution garantit que ces terres peuvent être expropriées pour la réforme agraire. Dans le campement, les réunions quotidiennes et la distribution de repas ne parviennent pas à remplir les journées qui s'éternisent. Mais ces travailleurs ruraux se disent déterminés à camper le temps nécessaire pour faire plier le gouvernement et récupérer des terres cultivables. Le Brésil est devenu le grenier de la planète. Grande puissance agricole, il alimente le monde entier en soja, en sucre, en café et en viande.
Le groupe JBS, leader mondial de la viande, est basé au Brésil, avec à sa tête Wesley Batista et ses 2 frères, originaires d'Anápolis, dans la province de Goiás. Wesley Batista et ses frères n'ont jamais fait d'études supérieures, mais ils ont réussi à se hisser au premier rang de la production de viande de bœuf, de volaille et d'agneau, ainsi que dans le traitement des cuirs. Aujourd'hui, les abattoirs de JBS sont implantés sur tout le continent américain, en Australie, en Italie et en Chine. Ils ont toujours vu les choses en très grand. Dans leur région d'origine, on ne se contente pas de 100 ni de 1000 hectares, mais il faut bien 10 000 hectares et plus pour commencer à se dire fermier. Cette audace, mêlée peut-être d'une certaine naïveté provinciale et confortée par des subventions publiques, a impressionné les marchés financiers. Et tous ces éléments combinés les ont conduits là où ils en sont aujourd'hui. Pour créer les énormes pâturages nécessaires à l'élevage bovin, les fermiers continuent de détruire la forêt amazonienne. La viande qu'on produit au Brésil repose sur la déforestation illégale. La production de viande entraîne sans cesse de nouveaux déboisements. Dans ces contrées, elle a provoqué la déforestation de terres indigènes, envahies et utilisées pour y installer des fazendas, de grandes fermes d'élevage. Il faut mettre un terme à tout cela. Les larmes paysannes arrosent la terre de tristesse amère. Quand le paysan doit vendre la charrue pour acheter un fusil, pour se défendre. Là où la charrue devient moins utile qu'un fusil, à quoi sert-il d'être uni, de réfléchir, de critiquer, de prononcer, de penser? Le plus fort a-t-il besoin d'entendre ce que veut le plus faible? Cela interroge le plus beau discours prononcé pour que le plus fort entende le besoin d'émancipation du plus faible. Parce qu'un discours, cela donne la foi. Et la foi peut amener devant les fusils de l'armée. Les morts disparaissent, les blessés graves restent avec leurs souffrances et leurs blessures et leurs faiblesses. Avoir faim, laisser venir, est-ce cela la destinée de l'être humain en état de faiblesse? Bouguera Mustafail, un commentaire de vidéo. Commençons par moins consommer, moins d'argent, petit jardin, si réchauffement il y a. Comme dit Coluche, moins acheter, moins de pollution. Il ne faut pas dire pauvre Sud, mais revenir comme vit le Sud. Le climat se réchauffe. L'immigration de survie se poursuit. Autre chose dont on a besoin, quoi. D'accord. Voilà, après, au niveau de notre alimentation, c'est essentiellement des choses qu'on récupère, qui sont jetées. Puis de s'en servir de toute cette nourriture qui est jetée et qui est tant d'énergie produite pour rien. D'accord. C'est des mines d'or, c'est des plaquettes de chocolat. Tout ça, c'est marché. Marché, ouais. Marché, supermarché. Ah, c'est le frigo. C'est pas un frigo, c'est le bunker. Voilà comment il s'appelle, parce qu'il ressemble à un bunker. Pas fignolé dans son étanchéité de température, du coup elle est variable. Un petit peu. La structure, elle sera là pour 10 ans, 20 ans. Là, elle subit la pluie un jour sur deux, voire tempête, depuis que je l'ai commencé. C'est intéressant de commencer à... Parce qu'une maison comme ça, là, ça, on triple le volume, c'est facile. C'est pas une maison, quoi. Elle a coûté rien, elle a coûté une poignée de tout, quoi. Décidé d'occuper ce terrain-là, c'est pas le terrain non plus qui est le plus facile à occuper parce qu'en termes de logistique, on est loin de tout, on n'a pas d'eau courante. Donc voilà, on est dans une situation, on est dans une occupation volontaire, mais qui reste vraiment compliquée. Donc c'était un enjeu supplémentaire pour nous que d'apprendre à vivre aussi un peu à l'écart. Ça redonne la dimension de l'eau qu'on utilise. Ouais, voilà, ça réapprend à vivre une certaine sobriété, on va dire, qui est vraiment intéressante au regard de ce qui se passe en ville, quoi.
réapprendre tout ça ensemble, c'était un peu aussi l'idée. Parce que quand vous faites des campements, en général c'est plus proche que, pas de la ville, mais... Il y a des endroits qui sont squattés dans la nature, qui donnent des villages qui sont plus périns, où la visite est moins fréquente, où il n'y a pas de journalistes qui viennent, etc., où il y a un vrai équilibre de nature. Là, déjà, on est dans un champ, c'est bien dans les bois, mais ici, les bois ils sont tellement petits, et quand on regarde la carte, c'est tellement les derniers qu'on n'ose pas trop y toucher, quoi. Il faut regarder la carte pour regarder qu'est-ce que c'est le Mont Biézin, et regarder autour, ce qu'ils appellent le poumon vert, c'est des champs déjà, monoculture. C'est une réalité, c'est pas une critique, c'est comme ça. C'est une pollution lumineuse, sonore. D'ici on voit le nuage jaune de Lyon. On y est dedans aussi. Mais du coup on s'est fédéré face à ce projet aberrant qui est la continuité de plein d'autres projets et Ça crée des emplois. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des emplois, bien sûr, putain. non, mais attends, Je suis compris. d'accord. L'équivalent d'un département français qui disparaît au profit du béton tous les 10 ans. À un moment donné, même dans ma bulle de nature en Ardèche, j'en ai pourquoi 10 ans, 20 ans, 30 ans avant qu'ils me fassent un autoroute en plein milieu. C'est ça. Mais pourquoi en fait ils mettent autant de béton partout? Mis à part faire de l'argent, créer de la misère, mettre encore plus de flics, mettre encore plus de délinquants, mettre encore plus de plus. Voilà, on en est là à l'heure actuelle. Puis on nous dit qu'il y a toujours plus de gaz carbonique. C'est des réalités écologiques et nous, alors voilà, qui essayons d'arriver à amener des solutions pragmatiques, parce que c'est ça qu'il s'agit, arrêter de consommer du gaz carbonique. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Voilà, prendre un vélo au lieu de prendre la voiture. Donc essayons d'amener vraiment des solutions efficaces à court terme, comme à moyen terme, comme à long terme, et de manière locale. Donc essayons d'amener ça, on se fait traiter de fous, de personnes complètement utopistes, marginaux. Ouais, tu vois, l'être humain, il est actif par nature. Ouais. En fait, on n'a pas besoin de s'inquiéter de comment ça va se passer si on s'arrête tous de bosser. Parce que bosser, c'est créer du bénéfice, mais être actif, c'est juste s'activer dans ce qu'on aime faire, de ce qu'on aime être. On n'aimait pas bosser. On en a de l'énergie. On a non plus engrainer la machine avec l'argent, les systèmes et tout, qui annihilent complètement l'humain, c'est la vérité. Ça dégage énormément de temps libre pour avoir des discussions saines, on va dire, et puis pour pouvoir justement faire des structures. Puis quand t'as rien fait, etc. Et apprendre quoi. Quand t'as rien fait, et que t'es rempli d'avoir rien fait, là t'as envie de faire quelque chose. Bah oui. Voilà. Et là quand tu le fais quelque chose, tu le fais bien avec toi. En éclatant ton réveil le matin, en tempestant après tout le monde parce que t'as 10 minutes de retard. C'est ça. La vie a un autre goût, quoi. Je veux dire, s'il y a des journées où on fait rien de la journée, arrive 6h du soir et là jusqu'à 10h du soir on bricole parce que la température s'y prête, parce que c'est sympa, parce qu'on le fait en groupe et qu'on discute en même temps, on les voit même pas passer. Il y a une force économique de proximité à préserver. Grand Lyon. C'est pas... Il y a une aberration et puis ils ont pas honte parce que faire en plus un carré comme ça. Alors on va revenir sur ces points-là. Peut-être avez-vous entendu tout à l'heure la conférence de presse de l'avocat de la famille de Rémi Fraisse et qui en appelle à François Hollande pour faire toute la clarté sur ce qui s'est passé sur le site de Sivens en disant qu'il y a une grenade qui était avec des explosifs qui avait été lancée. Vous, qu'est-ce que vous attendez notamment de François Hollande qui va certainement en parler tout à l'heure? Qu'est-ce que vous attendez? D'abord, j'ai fait part de mon émotion et de ma compassion par rapport à ce décès qui n'aurait jamais dû arriver. Même l'eau qui est source de vie ne mérite pas un mort.
Je l'ai dit à plusieurs reprises. En revanche, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est plutôt bloquée parce que d'un côté, on a un groupe, et je ne me trompe pas dans mes propos, on a un groupe de quelques centaines de personnes aujourd'hui, dont le QG d'ailleurs est à Notre-Dame-des-Landes, et qui sont très organisés, très mobiles, et qui vont certainement se déplacer désormais de site en site dès lors que nous serons sur des infrastructures. Vous les avez appelés les djihadistes. Modèle. Oui, le mot est peut-être un peu dur, mais enfin, il exprime aussi une forme de nouvelle violence, alors que nous sommes là sur une retenue d'eau, 82 jeunes agriculteurs concernés, avec des exploitations petites et moyennes qui vont faire de la diversification, qui sont en plein dans le slogan du moment. Oui, on dit que ce sont pour justement des grandes agricultures, des gens qui font du maïs. Il y a beaucoup de désinformations. Du maïs en Tarn. Je sais pas. C'est pas pour faire du maïs justement, c'est pour faire des fruits, des légumes, de la production de semences. On ne fera pas de maïs là-bas. Alors peut-être qu'il y aura un peu de maïs, mais c'est pas ça la culture dominante. Le but, c'est quoi? On sait que dans ce département, il y a 100 millions de mètres cubes de déficit. Alors 100 millions, ça veut rien dire pour vos auditeurs ou vos téléspectateurs, mais là, la réserve en question, la retenue en question, c'est 1,5% de ces 100 millions de mètres cubes. Tout ça pour permettre à la fois de restaurer un besoin en eau pour l'agriculture, un soutien d'étiage pour les cours d'eau du département, et puis quand même quelques activités complémentaires. Est-ce que c'est pas disproportionné malgré tout? Non, ça n'est pas disproportionné parce que d'abord c'est un projet qui a démarré il y a 20 ans, 8 ans de procédure administrative et juridique pour donner finalement un résultat, une conclusion, réalisation du projet. Ouais. Et c'est ça qui aujourd'hui irrite les paysans, à la fois l'exploitation de cette mort tragique, vraiment par des hommes et des femmes politiques qui parfois devraient un peu réfléchir avant de s'exprimer, et puis la désinformation autour de ce projet. Et on a besoin en France de consolider la ressource. Moi, je suis le premier à dire, Edith Chevrillon, la chose suivante. Il faut protéger nos ressources phréatiques, nos nappes profondes. C'est très important. Mais on ne peut pas d'un côté dire ne prélevons plus dans ces nappes phréatiques par des substitutions ou par des non-substitutions mais la question, vous le savez aussi, de réserves artificielles faites en surface. Si ce n'est que mieux que moi, Xavier Belin, il y a ce qu'on appelle les irrigants, qui est un mouvement très très fort, des gens qui disent on a besoin de toujours plus d'eau, alors qu'on pourrait peut-être faire de la culture avec moins d'eau. C'est mieux, mais on fait avec moins d'eau. Moi-même, qui suis paysan depuis 35 ans, je consomme beaucoup moins que ce que je consommais il y a 25 ans. Parce que les technologies ont évolué, parce que la connaissance, et puis les plantes et la génétique nous ont aidés aussi à mieux performer. Donc on est dans un rapport aujourd'hui un peu binaire, pour ou contre. En fait, c'est pas ça le vrai sujet. Le sujet, c'est de savoir comment nous pouvons améliorer une agriculture qui doit répondre à une double exigence, de la performance économique, de la performance environnementale, avec quand même une présence forte sur les territoires. Bon, j'espère qu'on a encore des capacités à avoir un débat public dans ce pays qui soit de bonne nature, de bonne facture, à condition quand même que nos extrêmes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, évite de tomber justement dans des positions radicales. Et c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas par rapport à ce barrage? La remise en cause, oui, bien sûr. Oui, parce que certains appellent la remise en cause totale, l'arrêt. Et ça serait une jurisprudence pour tous les projets qui sont en attente aujourd'hui. Et ils sont très nombreux. C'est pas des projets gigantesques. On n'est plus dans les années 60-70 ou encore moins du temps de Napoléon quand on a aménagé le canal du Midi ou des infrastructures très lourdes. Aujourd'hui, on est sur des projets à taille humaine qui visent simplement à consolider une ressource dans des périodes hivernales quand il pleut abondamment et qu'on puisse... Vous avez été sur place ? Bien sûr, j'y suis allé. Moi, j'ai pas été, donc je le reconnais, mais par contre, j'ai vu les images. C'est vrai que ça paraît absolument, enfin, ça fait un peu peur, hein, tout ce qui a été enlevé, arraché. Non, mais attendez, là aussi, ce qui me choque, c'est qu'on a le sentiment que la biodiversité, c'est un espace naturel sur lequel on ne fait plus rien. La biodiversité, partout où on remet de l'eau, est restaurée. On le voit, nous, en tant que paysans, tous les jours. Et en plus, j'ajoute que nous sommes dans un pays, probablement un des pays du monde, où justement la restauration de la biodiversité fait partie des contingences maintenant, quels que soient les aménagements. Et des contraintes. Qu'ils soient autoroutiers, qu'ils soient... et l'agriculture paye un lourd tribut de ce côté-là. Le foncier agricole est en régression. Nous perdons à peu près un département. Tous les 7 ans maintenant. Tous les 7 ans. Ce projet de barrage de Sivens, on sait que les écologistes sont hostiles à ce type de construction, mais les agriculteurs eux-mêmes sont divisés. Certains sont favorables à une autre gestion de l'eau devenue de plus en plus rare. Reportage en Charente-Maritime d'Arnaud Lapère et Olivier Cresta. C'est un agriculteur et pourtant c'est un des membres du bureau de l'agence de l'eau, responsable du barrage de Sivens qui s'est battu contre le projet. Ce paysan, c'est ainsi qu'il se définit, a une ferme à 350 km du site d'implantation de l'ouvrage. J'ai pas d'opposition de principe à l'égard de l'irrigation, à l'égard de l'opportunité de stockage quand ça s'avère être la bonne réponse.
En l'occurrence à Sivins, il y avait des alternatives possibles qui n'ont pas été explorées, et donc dans le cas particulier de Sivins, effectivement, c'est pas la bonne réponse. Ces alternatives, il les a expérimentées sur ces terres. Après un constat, le ruisseau en bordure de ces champs était asséché 7 mois en moyenne par an. Un phénomène lié à l'apparition de la culture du maïs dans la région. Il a donc décidé de limiter sa propre production et de la destiner à la consommation humaine. Il utilise aujourd'hui des semences qu'il crée lui-même, très économes en eau. La Charente-Maritime est un des départements en France où la situation est la plus tendue à l'égard de la gestion de l'eau liée à l'irrigation du maïs. Et vous n'arrosez pas? Je n'arrose pas. Ces épis-là ont été obtenus effectivement en culture sèche sans irrigation. Un seul de ces 8 forages est encore utilisé pour abreuver ces bêtes. Ces animaux sont nourris exclusivement à l'herbe et non plus au maïs. Ces modifications de pratiques agricoles seraient transposables à Sivins, dit-il, pour un coût bien moindre qu'un barrage. C'est des coûts extrêmement élevés qui concernent souvent une minorité d'agriculteurs, alors qu'avec les mêmes enveloppes publiques, on pourrait accompagner justement les alternatives et les mutations agricoles qui permettraient d'agir favorablement. Cet ingénieur agronome remet en cause un modèle de gestion qu'il juge obsolète parce qu'il ne tient pas compte des méthodes agricoles soucieuses d'économie. Je vais reprendre un autre exemple, c'est le barrage de Sivins. Comment on peut laisser faire des choses pareilles? Effectivement, on oppose des agriculteurs. Il y a des agriculteurs qui disent on a besoin d'eau, et puis d'autres qui disent que en fait il est surdimensionné. Mais la vraie question à se poser, c'est ces agriculteurs qui disent on a besoin de l'eau pour nos cultures. Effectivement, c'est du maïs irrigué. Mais peut-être que la question, est-ce qu'il faut continuer à cultiver un maïs irrigué alors qu'on a des problèmes d'eau? On peut peut-être faire autre chose. Et c'est pas la vraie question qui est posée. C'est pas j'ai besoin d'eau pour effectivement faire mon maïs. C'est peut-être on laisse en place et on met autre chose. Mais ça implique de nouvelles filières. Est-ce que si c'est une autre plante qui n'a pas de filière, eh bien ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut que les agriculteurs puissent pouvoir vendre ça pour pouvoir vivre, alors qu'ils vivent avec un maïs qui abîme les sols et tout. Donc en fait, la vraie question, c'est ça. Et on est dans un combat, ce qui est dramatique, c'est qu'on est dans une guerre. On est devenu une guerre, puisque ces résistants étaient opposés à des militaires qui ont fait tout ce qu'on a vu. Et ça va pas, et c'est ce qui se passera sur Notre-Dame-des-Landes. Le débat est absolument biaisé par rapport à cette nature. Le sol, lui, c'est complètement différent. Le sol, c'est un milieu extrêmement fragile, parce qu'il a une propriété tout à fait curieuse, c'est que c'est un milieu qui est organo-minéral. C'est que le sol, il est formé de matière organique, les humus, et de matière minérale, les argiles. Et les humus et les argiles sont attachés ensemble par des attaches électriques. Et s'il y en a parmi vous qui ont fait un peu de chimie, ce qu'on appelle les attaches de Van der Waals, sont des attaches extrêmement fragiles. Donc c'est très facile de détruire un sol, et c'est ce que l'humanité fait depuis 7000 ans, parce que nous avons déjà détruit... Jusqu'en 1900, on avait détruit 1 milliard d'hectares de terre, et on a agrandi les déserts, nous avons agrandi remarquablement les déserts depuis que nous cultivons la planète. Et au XXe siècle, juste au XXe siècle, on a fait 1 milliard d'hectares de désert. Donc, vous voyez, on a accéléré sérieusement. Les anciens, ils étaient un peu lents dans leur processus de dégradation. Nous, on est beaucoup plus performants avec nos machines et nos pesticides. État des lieux dans un pays comme le nôtre, assez catastrophique. 18% de la SAU est exposée à l'érosion. Nous perdons chaque année 90 000 hectares de terres agricoles chaque année, avec une population qui augmente de 300 000 habitants. Et sur ces 82 000 hectares, il y en a 60 000 hectares qui sont bétonnés. Nous bétonnons un département tous les 7 ans en France. C'est ce qu'on appelle le progrès. Nous perdons en moyenne 5 tonnes par hectare et par an. Et donc, tout ce système-là fait que, comme les sols sont de plus en plus malades, on est obligé d'irriguer parce que les rendements sont en train de chuter. Dans le monde entier, les rendements sont en chute. Ils avaient annoncé miracle avec les engrais, mais tout ça, ça avait été un miracle pendant un moment parce que nous avons planté sur des sols que les anciens avaient quand même laissés avec du fumier et du compost. Et depuis qu'on ne met plus de fumier dans nos terres, c'est en train de baisser. Donc on irrigue de plus en plus. Et 80% de l'eau est consommée par l'agriculture. Donc vous voyez, on vous embête à la télévision en disant de fermer votre robinet quand vous vous lavez les dents, mais 80% de l'eau, elle sert à arroser du maïs qui nourrira des cochons. 30 tonnes de bois ramené à fragmenter par an.
c'est pas des petits chiffres. Hein. On remettrait les 3 millions de kilomètres de haies qu'on a arrachés en France, mais il y a de quoi faire du bois ramé à fragmenter pour toute l'agriculture française. Et l'irrigation est responsable de 8 millions d'hectares de désert par an, ce qui est phénoménal. Ces gars, ils vont jamais dans la nature, ils la connaissent pas, ils regardent pas ce qui se passe, et donc ils inventent des trucs là derrière leur ordinateur. Mais il faut aller voir la complexité du monde vivant. On ne peut pas faire d'agriculture pérenne avec des modèles ultra simples comme ils ont sortis. C'est des modèles d'imbéciles qu'ils ont sortis, les agronomes. C'est pas plus compliqué que le métier de paysan. Il faut connaître la météo, il faut connaître la pédologie, il faut connaître la physiologie des plantes, il faut connaître la physiologie des bêtes. C'est le métier, la complexité par excellence. Alors on dit non, c'est un truc d'imbécile. On va pas nourrir 400 millions d'Européens avec 2% d'agriculteurs, hein, faut pas rêver. Hein. On importe la moitié de notre viande, 75% de nos fruits et légumes, parce qu'on ne peut plus nourrir. On ne nourrit plus les Français. Il y aurait une guerre, je peux vous dire que ce serait... Il n'y a pas besoin de tirer sur les Français, hein. On va tous crever de faim. Je veux dire qu'il s'inscrit dans une démarche de territoire. C'est un secteur économique qui est en train de nous échapper à nous paysans. C'est un secteur économique qui va être de plus en plus et qui est de plus en plus contrôlé par des financiers. Quand je discute aujourd'hui avec les dirigeants allemands, qu'ils soient politiques, qu'ils soient syndicaux, j'entends à peu près la même réponse. Laissons mourir les plus faibles et ça fera de la place pour les autres. Ça n'est pas acceptable. Les plus faibles aujourd'hui, ça voudrait dire qu'en France, on abandonne en moyenne la tranche 25-40 ans, des gens qui viennent d'investir, qui sont en pleine capacité de pouvoir produire et d'assurer l'agriculture de demain. C'est pas acceptable comme propos. Donc, quand on évoque la régulation, quand on évoque la crise, oui, il faut aujourd'hui des instruments au niveau communautaire. La construction d'une pensée, au fond, d'une réaction au niveau de la crise européenne, ça se construit. Je fais en ce moment même, moi, la tournée des capitales pour aller voir mes collègues, mes homologues, et leur dire, voilà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une feuille de route ? Comment est-ce qu'on régule demain en lait, en porc? Oui. Quel type de mesures de gestion de crise on peut mettre en place? Ça se construit tout ça. Il faut être équitable. Bon. Il y a évidemment un certain nombre de sujets qui sont à affecter à d'autres gouvernements, et en particulier sur le Grenelle de l'environnement. Ce que les paysans ont mal vécu, c'est que systématiquement, depuis le Grenelle, toutes les normes, toutes les réglementations ont été élaborées, non pas en concertation avec la profession agricole, mais contre la profession agricole. Où on traite tout ça par la réglementation excessive, par la coercition, par une suradministration permanente, où on traite ça aussi par de l'innovation, par de la recherche, par de vraies alternatives. Est-ce que vous pensez que les paysans français, le matin se lèvent en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais aller épandre un peu de phytosanitaire sur mes parcelles, je vais me faire plaisir ». Enfin, on est tombé sur la tête. D'autant qu'ils en sont les premières victimes, bon, on le sait. Hein. Aujourd'hui, il y a en face, ici, à l'INRA, des tas d'innovations extrêmement concrètes. Les drones, tout ce qui va nous permettre demain de faire des interventions sectorielles sur nos parcelles, intervenir auprès de nos animaux pour traiter le problème et pas traiter de manière préventive mais curative. Tout ça, c'est des progrès fantastiques. Prenons tout ça en compte. On a un potentiel formidable dans ce pays. Le premier d'entre eux, c'est le potentiel humain, fantastique. Un savoir-faire exceptionnel, des produits d'excellence, une diversité agricole, un climat, des terres, on a tout ce qu'il faut. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ne soit pas en capacité d'assumer politiquement, socialement, sociologiquement, un pôle agricole, un pôle alimentaire qui devrait être dit de son dans ce pays. Parler d'agriculture aujourd'hui, c'est la maladie honteuse. Enfin, quand même, est-ce qu'on peut un peu se reprendre et se dire qu'enfin, on est capable de se promouvoir, non seulement de promouvoir, mais d'accompagner cette promotion avec quelques mesures clés, redonner confiance, permettre l'investissement, permettre l'innovation, rayonner sur les marchés, satisfaire nos consommateurs. C'est ça notre projet. Il y a beaucoup de journalistes d'investigation aujourd'hui. J'aimerais que de temps en temps, certains se faufilent dans ces négociations. Ce serait très intéressant. Vous croyez qu'on y aurait accès? Allez-y, mettez-nous sur la voie. Vous savez ce que vous allez vivre? On va vous convoquer à midi. À 20 h, on va vous faire passer. Mais entre-temps, vous aurez fait un temps dans une salle non chauffée, à peine éclairée, sans rien à déjeuner, sans rien à dîner. Et c'est ça, les négociations. On intimide les commerciaux. On est aujourd'hui dans un monde de barbares, de voyous, dans les négociations commerciales. Aujourd'hui, il faut bien voir comment ça se passe. La négociation, elle se situe à l'aval de la production agricole, entre une laiterie, un industriel, un abattoir, un transformateur et les enseignes de distribution.
notamment sur l'aspect des marques. Bon. Est-ce qu'à aucun moment, on prend en compte le coût de revient du producteur? Jamais. Mais ça paraît aberrant. Mais c'est aberrant. C'est tellement aberrant que nous sommes le seul secteur, le seul, aujourd'hui, où nous acceptons en France que nous puissions vendre à perte. Pour ce qui est des prix sur le lait, des engagements qui avaient été demandés par le gouvernement à la grande distribution, aux industriels, de stopper ce qui était la course à la baisse au prix, a été, semble-t-il, un engagement qui a été tenu. On arrête cette spirale à la baisse. C'était la demande qui était faite. On était sur des discussions, d'après ce qu'on avait eu comme information, qui continuaient à mettre une pression sur les prix. C'était insensé dans la situation dans laquelle on se trouve. Cette loi avait été votée dans le quinquennat précédent. C'est une loi qui a permis aux distributeurs d'imposer ces règles. Et bien maintenant, dans ce que je propose, on pourra faire afficher le prix producteur pour que le producteur puisse être sûr qu'il ne va pas être la variable d'ajustement entre l'industriel et le distributeur. Et cette loi sera votée avant l'été. Et je dois dire aux distributeurs, même si je ne veux pas faire là aussi de simplification outrancière qui dirait voilà, les seuls responsables ce sont eux. Il faut essayer de voir quelle est la responsabilité de tous. Mais je leur dis attention à ce que vous allez faire dans les 48 prochaines heures parce que ça va déterminer le contenu de la prochaine loi. Ils savent qu'à notre niveau, nous agissons déjà, mais qu'il faut d'abord que les professionnels se réorganisent, que les filières se réorganisent. Il faut agir aussi au niveau de l'Europe. On nous a aussi beaucoup parlé des négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Non, moi je pense que cette confiance, elle doit continuer. Ils savent de toute façon qu'il n'y a pas de solution facile et toute faite et que les messages de démagogie ne peuvent pas passer non plus. Comment se fait-il qu'un certain nombre de pays aujourd'hui ne vivent pas la crise de la même manière que nous la vivons ici ? Simplement parce que nous avons des niveaux de compétitivité en France qui n'ont plus rien à voir. Donc ça c'est notre faute. Ça c'est notre responsabilité. C'est pour ça que j'ai salué la semaine dernière une des annonces du Premier ministre qui va être une baisse de charges sociales. Voilà, c'est ce que vous avez obtenu, mais pour toutes les années à venir. Les annonces de Matignon que vous voulez positiver. Hein, oui, parce que je crois que de temps en temps, il faut quand même, il faut reconnaître quand même ce qui est fait. Je vais rajouter un propos qu'a tenu le Premier ministre. Il dit il faut aussi travailler sur les filières et il a raison là-dessus. On a besoin aussi de se restructurer, de renforcer le rôle de nos filières. Mais ça suppose aussi qu'on n'ait pas un double discours en France. La chance de l'agriculture française, c'est sa diversité. Or, qu'est-ce qui se passe depuis des années? On oppose les uns et les autres. On oppose une certaine organisation qui permet de répondre à un champ très concurrentiel qui est le champ mondial. On nous a versé aujourd'hui, à travers des négociations commerciales depuis des années, dans une grande cour mondiale sur laquelle il faut quand même donner des coudes et jouer des coudes. Mais en même temps, on doit aussi défendre une agriculture qui est beaucoup plus orientée sur des produits très segmentés, à haute valeur ajoutée. Le secteur est on double, a besoin de l'une et de l'autre de ces agricultures, pas l'une ou l'autre. Bon, parce que certains se disent que les plus gros veulent tuer finalement la petite paysannerie, mais on y reviendra. C'est pas notre intérêt. Ah oui, c'est pas l'intérêt. Mais bien sûr. C'est un point très important. La consommation en France de produits sous signe de qualité, bio, label, AOC, indications géographiques, etc. C'est moins de 20% de notre consommation. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Je pose la question, qu'est-ce qu'on fait du reste? Alors cessons d'opposer, jouons les synergies, jouons les complémentarités, mettons toutes ces agricultures en bonnes conditions économiques pour les pouvoir s'exercer. Mais je demande qu'enfin, nous ayons un vrai statut d'agriculteur pour protéger ne serait-ce que le patrimoine personnel et privé de l'agriculteur, parce que lorsqu'il y a des pots de bilan et que malheureusement ça va jusqu'à une liquidation, tout y passe. Nous sommes un des rares secteurs à vivre cette situation. Il faut donc qu'on protège l'agriculteur et sa famille. L'outil de travail, c'est l'outil de travail. On peut avoir droit à l'échec, on peut avoir pour des tas de raisons exogènes, très souvent plus qu'endogènes, la possibilité aussi de déposer un bilan d'agriculture. Là, avec l'orge, cohabitent des arbres qui ont été plantés donc, dans l'hiver 2007-2008. Donc là, on a un cormier. Et qui donc sont installés sur des bandes enherbées de 3 mètres de large. Et entre chaque alignement, on a une bande de 25 mètres. Et donc l'objectif recherché avec ce modèle-là, c'est qu'au final, on cultive des bandes de terre qui reposent sur le lit racinaire des arbres. Et ces arbres-là, donc le système racinaire de ces arbres,
parce qu'il y a des productions végétales entre les alignements d'arbres, vont développer un système racinaire pivotant qui va aller défoncer la roche-mère, qui va attaquer la roche-mère et donc apporter des minéraux au sol. Et ce système racinaire profond va jouer aussi le rôle de pompe à eau pour faire remonter l'eau à la surface. Et l'autre intérêt de la présence de ces arbres, enfin il y en a plein d'autres, mais un autre intérêt important, c'est qu'on a une régénération de ce système racinaire excessivement rapide qui enrichit le sol en matière organique et donc apporte au sol un taux d'humus élevé et donc une fourniture azotée par la minéralisation de cet humus. Et enfin, ces zones enherbées où vivent les arbres sont des zones refuges pour les auxiliaires de l'agriculture. On a fait par exemple des inventaires de carabes sur des parcelles bio que je conduisais avec les mêmes cultures dessus. Une parcelle sans arbre, une parcelle avec arbre. Et on a observé 7 fois plus de carabes sur les zones avec les arbres que sur les zones où il n'y a pas d'arbres. Et donc les carabes, je prends l'exemple du carabe parce que c'est un prédateur des limaces, fait que sur ces parcelles agroforestières, j'ai peu d'attaques de limaces. Et l'intérêt de ces arbres, enfin, c'est qu'en fin de cycle, puisqu'on est sur des cycles qui durent 60-70 ans, hein, donc là on est sur de l'alisier, de l'érable, du cormier, avec des essences à forte valeur ajoutée en fin de vie, et donc qui permet une valorisation économique de la parcelle. Et globalement, le taux de rendement économique d'une parcelle agroforestière par rapport à une parcelle spécialisée, que j'appelle spécialisée, c'est-à-dire qu'elle soit forestière ou qu'elle soit céréalière, le taux de rendement est de 1,4. C'est-à-dire que sur une parcelle agroforestière, on a une production de biomasse qui est multipliée par un coefficient d'1,4. Pendant 35 ans, il y a eu ici 110 hectares de maïs irrigué en monoculture qui mobilisaient 300 000 m3 d'eau par an. En 2007, quand je suis arrivé, déjà on a permis l'installation de 4 personnes, c'est-à-dire qu'au moment où on est arrivé sur les 180 hectares, 4 personnes se sont installées. Un couple de maraîchers sur 4 hectares où on leur a permis l'accès au foncier et l'accès à l'eau. Mon frère sur une structure de 25 hectares de vignes, complété par une structure de 50 hectares de céréales en culture sèche suite au départ à la retraite d'un de mes cousins. Et moi sur 155 hectares où étaient majoritairement donc, ces 110 hectares en monoculture de maïs. Et sur ces 155 hectares, moi j'ai posé 4 actes derrière. Le premier, c'est que j'ai arrêté complètement le maïs pour au fil des années réduire significativement ma dépendance à l'eau pour arriver en 2011 à ne plus du tout irriguer. J'ai recréé des prairies en mélange prairiaux qui sont parfaitement autonomes. Qui dit recréation de prairies dit retour de l'élevage, donc a fortiori sur un modèle où j'utilise la luzerne en tête de rotation, il me fallait des animaux pour valoriser cette luzerne. Donc un atelier caprin laitier où on transforme le lait en fromage et où on valorise toutes les productions fromagères en filière courte par le biais d'AMAP. Un atelier bovin avec des maraîchines qui valorisent de la prairie de plaine en début de pâturage, donc à partir du mois de mars, et qui partent aussi dans la zone humide à partir du mois de mai, dont la valorisation est la valorisation de la viande bovine, de veau essentiellement, qui valorise aussi la prairie humide de la façade atlantique. Et après ce que j'appelle des agents d'entretien de marais, c'est-à-dire des baudets du Poitou et des chevaux de trait Poitevin qui complètent le pâturage à la fois des caprins et des bovins pour avoir un pâturage complet et permettre donc une prairie qui soit bien entretenue, bien valorisée, où s'exprime de la biodiversité, qu'elle soit floristique ou faunistique, par la présence de ces animaux. Et enfin, tout ce modèle est conduit en bio, avec une valorisation donc, des 110 hectares de production végétale, surtout autour des productions destinées à l'alimentation humaine. Et enfin, je suis dans un modèle qu'on appelle agroforestier et je suis sur un rythme de plantation depuis 2007 d'1 millier d'arbres par an dans les parcelles en alignement. Et ce qui est intéressant, c'est la structure du sol, quoi. On a un sol qui est parfaitement bien structuré, grumeleux. On voit bien que le taux de matière organique est revenu à des niveaux satisfaisants. Et moi, ça fait c'est la 7e année que je mets en place des cultures. Et ça, je l'ai vu... l'évolution elle est édifiante, quoi. Année après année, on voit le sol retrouver une structure qui est intéressante et retrouver des niveaux de matière organique qui sont intéressants. Donc voilà, il faut du temps, il faut être patient, mais le résultat est quand même satisfaisant et encourageant.
L'agriculture a des conséquences sur plein de choses, sur la manière dont elle est produite, sur les gens qui travaillent, sur la terre, sur la nature, sur tout ça. Et donc, ça finit par faire une petite fleur avec des pétales qui sont attribués à chaque élément. Et puis, ça vous dit, si vous êtes dans l'agriculture paysanne, à quel niveau, si la ferme peut être transmissible. C'est pas un modèle unique, l'agriculture paysanne. C'est un modèle diversifié, entre guillemets. Et pour moi, c'est le seul avenir de la planète, hein, je dis bien. C'est que l'agriculture paysanne soit partout sur la Terre. Il y a 70%, moi j'estime qu'il y a 70% des paysans qui pourraient très facilement être en agriculture paysanne. Mais ceux-là, il faut absolument qu'ils aient une aide pour qu'ils puissent comprendre que c'est aussi économique. Et pour être efficace pour l'agriculture paysanne, il faudrait que les aides soient données à la ferme ou à celui qui travaille dessus, et non plus à la surface. Parce qu'effectivement, si on multiplie X euros multiplié par X hectares, le seul intérêt qu'on a, c'est de prendre un grand nombre d'hectares et de s'agrandir toujours plus. Alors on peut se poser la question, est-ce que ces gens-là cultivent des aides ou ils cultivent quelque chose d'autre? Et oui, chez moi, ce sont les paysans qui ont la parole. On parle souvent de moi à cause des actions que je mène. Toujours des prix plus bas pour le producteur, pour des profits toujours plus grands pour les transformateurs. Au profit de qui? Au profit de ceux qui investissent dans les entreprises qui transforment, dans l'agroalimentaire, dans la distribution, et ainsi de suite. Mais certainement pas ni au profit du consommateur qui, lui, voit des prix qui sont pratiquement toujours en constante évolution, et du producteur qui voit des prix en constante diminution. Et la grande bagarre et la grande bataille, justement, c'est qu'il ne peut pas y avoir coexistence pacifique, tout le monde comprendra ce que ça veut dire, ça, entre ces deux types d'agriculture. Pour moi, il y en a une qui est un prédateur, qui s'appelle l'agriculture industrielle, et la prédatrice de l'agriculture paysanne. La terre, l'humain, c'est ça qui est important. Et la production qui va avec, et la santé qui va avec, et bien, tous ces facteurs-là, ils sont pris en compte par l'agriculture paysanne. Et l'agriculture paye un lourd tribut de ce côté-là. Le foncier agricole est en régression. Nous perdons à peu près un département. Tous les 7 ans maintenant. Oui. Tous les 7 ans. Par définition, l'agriculture, je veux dire qu'il s'inscrit dans une démarche de territoire. C'est un secteur économique qui est en train de nous échapper à nous paysans. C'est un secteur économique qui va être de plus en plus et qui est de plus en plus contrôlé par des financiers. Une étude de l'Institut national de recherche en agronomie sur les travaux de la microferme du Bec et Loing rapporte qu'un maraîcher permaculteur peut faire son salaire en cultivant 1000 mètres carrés. 1000 € pour 1000 mètres carrés en salaire de base. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. C'est 10 maraîchers à l'œuvre. 100 hectares, c'est 1000 maraîchers. Cultivant des bassins maraîchers entre les villes, protégés de l'urbanisation bien sûr, et nourriciers de ces villes. Rentabilité économique. Dans la construction, aux millions d'euros investis, combien d'emplois? Chaque construction, le temps qu'elle dure, c'est des frais de mécanisation, matériel, matériaux, études, techniques, ingénierie, assurance juridique, main-d'œuvre reportée sur chaque emploi. Pour les bassins maraîchers, la terre est là, rien à construire, juste à mettre les jardiniers, les abris de culture, cabanes, chemins intercommunaux, les laisser créer leur terre et leur permaculture, laisser le lien entre la ville et les bassins maraîchers créer sa symbiose.
Le thème est la terre, le foncier agricole et naturel, la surface de terre allouée à une activité, sa capacité à fournir de la masse salariale en quantité d'emplois disponibles. Aux millions d'euros investis à l'hectare travaillé, comparant la permaculture à l'agriculture intensive mécanisée en monoculture, le maraîchage agroécologique en microferme crée plus d'emplois. Il s'épargne les intrants, les produits phytosanitaires, les machines lourdes à payer à crédit, parfois l'énergie fossile. Sa production artisanale lui permet transformation et vente directe de sa production. Des économies reportées sur la nécessité de main-d'œuvre paysanne, à la terre et à la ferme. Formes juridiques, économiques, administratives, partenariats publics-privés, associatifs, groupes agroalimentaires porteurs d'affaires et de projets, mutualités agricoles, paysannes, tutelles d'État, régions, métropoles, villes, communes, petites et moyennes entreprises, chacun verra. Sauf accourir la terre de béton. 231 hectares sont artificialisés chaque jour en France, soit 2300 maraîchers permaculteurs sans terre, selon le calcul de l'INRA. Sans négliger l'impact climatique de nos activités, que fait le maraîchage? Un sol sous couvert végétal fixe le carbone de l'air. En réduisant les gaz à effet de serre, il participe à réduire le réchauffement climatique. Enfin, à nous, à vous, à moi, consommation, vote, vie citoyenne, vie privée aussi, vie professionnelle également, nous n'avons que notre chemin. Cycliste végétarien sans job, je retourne à mes oignons laissés trop longtemps sans soin dans le potager de ma vie. Alors au soin, prendre soin, paix, santé.